Ici Vanessa Ross. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons les alcooliques anonymes. Également, vous allez avoir le droit à votre capsule urgence santé habituelle avec Benoît Garneau. Aussi, on va parler à l'organisme Lumivie. Alors, il y a un nouveau programme pour les jeunes en deuil, pour les enfants. Ensuite, pour votre vitrine communautaire, l'association Sclérose en plaques vient nous parler de la marche de l'espoir et nous recevons le projet équestre Goldie. Bienvenue à Laval-en-Bref. Je reçois avec moi en studio Bernard D. Il est de Alcoolique Anonyme AA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. C'est très généreux de votre part. Alors, tout d'abord, vous allez me parler un peu de l'historique de Alcoolique Anonyme. De quelle façon ça a commencé, ce mouvement? Les Alcooliques Anonymes existent déjà depuis 77 ans. Ça remonte, en fin de compte, en 1935, en Ohio, où il y a une rencontre entre un dénommé Bill W., un agent de change de New York, qui, avec le docteur Bob, un chirurgien d'Akron, qui étaient tous les deux des alcooliques irrécupérables. Et ils sont retrouvés un jour ensemble parce qu'un était sobre déjà et cherchait un autre alcoolique pour cette journée-là ne pas boire. Et la rencontre s'est faite, en fin de compte, avec le docteur Bob et Bill. Et ils ont trouvé face à face des compagnons d'infortune, entre autres, d'autres compagnons, qui s'en sont sortis aussi. Et c'est comme ça que les alcooliques anonymes ont commencé. Donc, ils se sont comme monté un groupe de gens qui étaient devenus sobres, qui avaient des problèmes d'alcool avant? Non, ils ont pris surtout des alcooliques irrécupérables. OK. Oui, ça a commencé comme ça. Irrécupérables? Oui. Et en fin de compte, de fil en aiguille, bien, ça a pris des années un peu avant que les groupes commencent à se former. Et depuis ce temps-là, depuis 77 ans, ça fonctionne. Ce que je sais des AA, c'est qu'il y a des rencontres. De quelle façon est-ce que ça se déroule, une rencontre? Bien, une rencontre, en fin de compte, la définition du mouvement des alcooliques anonymes, c'est une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'en aider d'autres à se rétablir de l'alcoolisme. Car la seule condition requise pour devenir membre est d'avoir le désir d'arrêter de boire. Car les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, mais nous finançons nos propres contributions et les AA ne sont associés à aucune secte, aucune confession religieuse ou politique, aucun organisme et aucun établissement. Car on désire s'engager dans aucune controverse, car notre but premier, c'est de demeurer sobre et juste d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Okay. C'est le principe de base des alcooliques anonymes. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de rencontres, là, même sur le territoire de Laval et partout dans le Grand Montréal. Quand on arrive dans une rencontre, à quoi on s'attend? Bien, il y a des groupes ouverts et des groupes fermés. Vous avez plusieurs sortes de groupes. Des groupes même seulement pour les gays, seulement pour les femmes. C'est ce qui spécifie Alcooliques Anonymes parce que c'est pour toutes les classes de société. C'est ce qui fait le résultat des alcooliques anonymes. Enfin. Okay. Est-ce qu'il y a un partage ou une lecture, quelque chose? Oui. La majorité ici au Québec, ce sont des partages. Quelqu'un qui vient partager un peu sa vie avant, pendant et après. Comment est-ce qu'il est aujourd'hui, comment est-ce qu'il vit sans alcool. Une personne par rencontre à peu près? Oui. Okay. Une personne. Et il y a une grosse partie aussi, c'est des réunions-discussions où les gens se réunissent autour d'une table ou des chaises en rond et puis on discute des problèmes d'alcoolisme. Mais c'est intéressant quand même d'entendre l'histoire de quelqu'un. Des fois, ça peut nous toucher, même si on n'a pas de problème d'alcool ou quoi que ce soit. On peut beaucoup apprendre de l'histoire de la vie de quelqu'un. Et vous en avez toute une histoire. Vous faites partie des AA. Ça fait combien de temps? Ça va faire un quart de siècle. Ça va faire 25 ans. 25 ans, félicitations. Oui. 25 ans. Oui. Ça va faire 25 ans? Vous l'avez... Je prends ma 26e année, là. Moi, je vais prendre mon... Ah, vous avez votre jeton de 25 ans. Oui. Wow, c'est super. Oui. Et vous, de quelle façon vous avez découvert ça? Moi, un jour, j'étais un irrécupérable aussi. Après un temps, mon médecin me dit que j'avais quelques semaines à vivre. J'étais terminé. À ce point-là? Oui. Okay. Alors, ma maladie était rendue à tel point que même le médecin ne pouvait rien faire. Vous consommiez comment d'alcool par jour à peu près? C'est pas une consommation, c'est difficile à dire. Je buvais 24 heures sur 24. OK, donc c'était en permanence? En permanence. OK. Oui. Et un jour, bien, j'ai entendu à la radio quelqu'un qui parlait de ça,
qui avait parlé de ça. Et puis, auparavant, il y avait des gens qui m'en avaient parlé un peu, mais je ne croyais pas à ça du tout. Non? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce que je croyais en moi-même, mais pas en personne d'autre. OK. C'est ce qui arrive avec les alcooliques. On est un peu orgueilleux, même si on nous dit qu'on va mourir de cette maladie. Okay. Parce que c'est une maladie qui est grave. C'est une maladie qui, en fin de compte, il y a 3 solutions: la prison, la folie ou la mort. Alors, moi, j'étais rendu au dernier degré, la mort. OK. Donc là, vous avez dit non, ça suffit, je m'en vais là. Oui, il a fallu faire un petit acte d'humilité un peu. Il a voulu qu'un jour, je me mette à genoux, puis j'ai dit, s'il y a quelqu'un plus haut que moi qui existe, s'il y a quelqu'un de plus fort que moi qui existe, qui m'arrête de boire aujourd'hui. Comment ça s'est passé, votre première rencontre? Est-ce que vous en souvenez encore? Oui, 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 très, 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 très bien. J'ai eu des gens fantastiques, moi, qui m'ont accueilli dans ce mouvement-là. Et puis, la madame qui m'a accueilli était du même nom que ma fille. Et le monsieur qui m'a accueilli aussi dans ça m'ont dit que j'allais être heureux à partir de maintenant, à partir de ce temps-là. Et ça a fonctionné. Oui. Oui. L'important, c'est pas d'arrêter de boire, c'est d'être heureux sans boire. OK, oui, c'est très bien dit. Hein? C'est d'être heureux sans boire. Oui. Hein? Et on me dit, moi, je ne croyais pas en presque rien. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, Bernard, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit, un jour à la fois. Juste avec un petit peu de foi, tu vas y arriver. C'est un peu ce qu'ils disent, les AA, c'est un jour à la fois, un jour à la fois, un jour à la fois. Un jour à la fois. Pourquoi un jour à la fois? Parce qu'un alcoolique qui dit qu'il ne boira plus jamais, on ne sait pas quand. Mm-hmm. Un alcoolique, tu demeures alcoolique toute ta vie. Ah oui. Oui. Donc on dit aujourd'hui je bois pas. Aujourd'hui je bois pas. C'est ça. C'est ça le but. Oui. OK. Le seul but, c'est ça, et d'en aider un autre à se rétablir aussi. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent souvent dans les... Oui, régulièrement, tous les jours. Ah, tous les fois. Donc on n'est pas obligé de se sentir gêné si on veut se rendre là-bas. Là. Il y a tout le temps des nouveaux, puis les gens sont accueillants parce que de toute façon, tout le monde a le même problème, donc il n'y a pas de jugement. Est-ce qu'on sent comme un esprit de famille? Oui, oui, oui. Oui. C'est un esprit de famille. Et puis, justement, la plupart des gens n'ont plus de famille quand ils arrivent. Mm-hmm. Et puis, ils découvrent une famille, là. Ah, tant mieux. On dit aussi qu'il y a un marraine ou un parrain dans le mouvement AA. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore? Oui, oui, ça existe toujours. Et c'est préférable d'avoir quelqu'un pour nous aider à faire une partie, parce que c'est basé sur un principe de 12 étapes. Hein? Et puis, ces 12 étapes-là, bien, si on veut les faire régulièrement, alors c'est important d'avoir quelqu'un pour nous parrainer ou marrainer dans... Oui. Quelles sont les 12 étapes? Pardon? Les 12 étapes? C'est des principes de vie, en fin de compte. Okay. C'est des principes de vie qui parlent de croire à quelque chose de plus fort que nous. OK. Hein? Parce qu'un alcoolique, en fin de compte, qui ne boit plus, c'est un miracle. Oui. Oui, c'est un Vous miracle. avez dit que c'est une maladie. Oui, c'est une maladie. Mais en fin de compte, un alcoolique, ça fonctionne avec de l'alcool. Ça ne fonctionne pas avec d'autres choses OK. que ça. Puis moi, je suis convaincu qu'un alcoolique qui arrête de boire, c'est un miracle. Pour moi. Oui. Et quelles sont les raisons, justement, de la maladie d'alcoolisme? Est-ce que c'est vraiment une allergie à l'alcool ou c'est vraiment un problème? Oui, c'est une allergie physique et mentale. OK. C'est une allergie qui comprend 15 pour le physique et 85 mental. OK. Alors, c'est pour ça que le plus important, c'est d'avoir des parrains, des marraines pour nous aider dans le programme à tous les jours pour réussir à ne pas boire puis être heureux. Quel est le rôle d'un parrain, d'une marraine? Oh, c'est de l'écoute. L'écoute. Plus que l'écoute que d'autres choses. Donc, à n'importe quel moment, on peut appeler le parrain ou la marraine là, quand on vit des moments difficiles et qu'on aurait besoin de parler avec quelqu'un. C'est important de le laisser dormir un peu la nuit. Oui, mais... Mais à n'importe quel moment environ, on peut téléphoner à un parrain ou une marraine pour nous dire comment ça fonctionne. Hein? Oui. Puis si on se sent mal, et enfin, c'est ça le but. C'est l'entraide. Avez-vous un parrain ou une marraine? Oui, j'en ai toujours eu. Vous en avez toujours eu. Est-ce que vous l'avez déjà été pour quelqu'un d'autre? Oui, 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 je Aussi. l'ai été, puis je le suis encore pour des gens. Ah, très bien. Il y a aussi des groupes pour les jeunes? Oui, il y a des groupes pour des jeunes. Oui. Il n'y en a pas beaucoup parce que les groupes de jeunes ont un peu de difficulté Oui. à fonctionner. Il faut aussi leur mettre des parrains et des marraines pour les guider dans ça. Oui. Mais de plus en plus, les gens arrivent jeunes, alors, de plus en plus. Donc, vous m'avez dit qu'il y avait des groupes seulement pour les femmes, homosexuels, aussi des groupes pour les jeunes, des groupes où tout est ensemble, dans le fond, tout le monde ensemble. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un horaire? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ah, les alcooliques anonymes ont un numéro de téléphone OK. pour Laval, Oui. qui est 450-629-7635. Oui.
Et à ce bureau-là, on est ouvert il y a de l'écoute téléphonique qui est là, de 9 h le matin à 10 h le soir. Et vous allez avoir tous les renseignements, on va vous dire où aller, comment ça fonctionne. Et puis, c'est toujours basé sur des bénévoles. Donc là, quelqu'un va pouvoir vous aider, dans le fond, à trouver un groupe. Oui. C'est ça. Oui. Et est-ce qu'il y a des événements à venir? Oui. À venir, bientôt, on va avoir lieu de notre 34e congrès pour Laval et banlieue, le 9 de juin. Ça aura lieu à l'école secondaire Mère Teresa, au 2323 boulevard Daniel Johnson à Chomédé. Et ça fait déjà 34 ans que ça fonctionne, et ça fonctionne très, très bien. Et qu'est-ce que c'est que cet événement-là? C'est un événement où il y a des partages. OK. Aussi, on accueille des gens qui arrivent. On a une soirée de danse à la fin, et puis des repas. Parfait. Ça dure toute la journée. Alors, je suis sûre que c'est une très belle journée. Alors, on invite bien sûr les gens à se rendre là-bas. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est une très belle journée. Merci bien. Voici maintenant votre capsule Urgence Santé avec Benoît Garneau. On est en ce moment dans le stationnement des quartiers généraux de la police de Laval, accompagné encore une fois de M. Garneau. Et cette fois-ci, on va parler des équipes spécialisées pour les ambulances. Oui, les équipes spécialisées à Urgence Santé. Donc, je vais vous parler des paramédics en soins avancés, du groupe d'intervention médicale tactique, le GIMT, et de l'UST, l'unité de soutien technique. Alors, pour parler des paramédics en soins avancés, il s'agit des paramédics qui ont reçu une formation de base, bien sûr, la même formation que n'importe quel autre paramédic, mais ils ont suivi dans le cours des années une formation plus avancée pour être en mesure de répondre à des cas plus graves, des cas d'arrêt cardio-respiratoire. Donc, ils peuvent donner des médicaments, d'autres thérapies, d'autres traitements que les paramédics de soins primaires ne peuvent pas faire pour le moment. Alors, bien sûr, c'est une formation qui va être universitaire, une formation à venir universitaire. Celle qu'ont eu les paramédics en soins avancés d'Urgence Santé, c'est fait à Urgence Santé là, il y a quelques années. Ensuite, on parle du groupe d'intervention médicale tactique. Ça, c'est assez particulier parce que c'est un groupe qui va travailler beaucoup avec les services de police, beaucoup avec les équipes d'intervention de la police. Donc, on parle d'appels à haut risque à ce moment-là. Ils ont une combinaison particulière. Ils vont répondre à des appels pour personnes barricadées, des appels à la bombe, vraiment des appels qui sortent de l'ordinaire. Avec le service d'incendie aussi, ils peuvent aider là, lors de sauvetage en hauteur ou en espace clos. Alors, c'est très varié comme travail là, au niveau du groupe d'intervention médicale tactique. Est-ce qu'on parle d'une formation de base ou encore des cours supplémentaires pour ce genre d'équipe? C'est toujours la formation de base comme paramédic, mais des cours supplémentaires et de la formation continue pour les groupes d'intervention médicale tactique, les paramédics en soins avancés aussi. Et pour l'unité de soutien technique? Pour ce qui est de l'unité de soutien technique, c'est des paramédics qui ont encore la formation de base, mais qui travaillent avec des outils différents pour aider les paramédics des opérations régulières à faire des évacuations difficiles. Donc, souvent, on parle de personnes obèses, des personnes qui ont un surplus de poids important, qu'il faut évacuer des deuxième et troisième étages. Et on a besoin d'outils, de bras supplémentaires. Alors, cette unité de soutien technique-là va venir aider les paramédics des opérations régulières pour pouvoir aider à l'évacuation et pour pas que personne se blesse aussi. C'est plus clair maintenant. Merci beaucoup, M. Garneau. De rien. Je vous présente la présidente de l'UMIVI, Mme Agathe Léveillé. Elle est accompagnée de Valérie Pépin-Leblanc, travailleuse sociale. Bienvenue. Bonjour. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'UMIVI? L'UMIVI, c'est un organisme communautaire. On existe à Laval depuis 1990 et on a comme mission de faire de l'accompagnement en fin de vie et aussi d'aider les personnes, les proches aidants
Et après, bien, on fait des groupes pour les personnes endeuillées. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'aide en fin de vie? L'aide en fin de vie, c'est-à-dire qu'on fait de l'accompagnement. Quand une personne est en phase terminale et que ces personnes-là ont besoin de soutien moral et spirituel, c'est pas religieux, là. C'est souvent... et on va les aider. Ils nous demandent, c'est un accompagnement qu'on fait parce que souvent, ils ont peur de la mort. Et on les aide par notre écoute active à faciliter, si on peut dire ainsi, je veux dire, la mort, les aider à ce qu'ils soient dans l'intimité, mourir dans l'intimité. Oui, très important. Et vous avez des groupes de deuil ensuite, et c'était des groupes pour les adultes? Oui, c'est des groupes pour les adultes. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces... Est-ce que c'est des réunions? Oui, je vais vous expliquer. C'est que nos groupes de deuil, c'est des groupes qui sont composés entre 6 ou 7 personnes et pendant 11 semaines. Et ces groupes-là, c'est pour nous les aider à passer à travers le deuil. Parce qu'un deuil non résolu, c'est sûr qu'il va revenir. Fait que ces personnes-là viennent après, je veux dire, il faut que ça fasse 3 mois jusqu'à 2 ans. Pourquoi? Parce qu'avant 3 mois, bien, c'est sûr qu'ils sont dans plusieurs activités, dans le sens que, la personne vient de mourir, elle est entourée. Et après, je veux dire, quand elle est entourée, bien, c'est sûr qu'elle sent moins cette douleur, elle sent moins sa solitude. La famille se rassemble. C'est ça. Et après, il y a une désorganisation et la personne arrive chez nous, puis là, elle se sent beaucoup plus seule parce que la famille, elle s'est dispersée et la personne est souvent désorganisée. Fait qu'à ce moment-là, bien, ça l'aide on les reçoit pendant 11 semaines à 3 heures par semaine. Et là, on fait tout un processus. Il y a des thèmes précis. Je veux dire, on parle de la désorganisation, on parle de la colère, on parle de dépression, parce que aussi, souvent, et on les aide, on leur donne des outils pour qu'à la fin, quand ils ont fini les 11 semaines, ils se sentent mieux. Au moins, ils ont des outils pour pouvoir travailler, passer à travers le deuil. C'est bien parce que même moi, personnellement, je connais des gens qui ont perdu un proche, ça fait plusieurs années, mais qui sont pas encore corrects, qui s'en sont pas remis. Ça peut faire peut-être 6-7 ans, puis ça fait encore mal. Est-ce que vous recevez ces gens-là ou ça fait trop longtemps? Mais c'est une autre forme, parce qu'on peut pas les mettre dans un groupe de deuil, parce que ne sont pas aux mêmes endroits, je vais dire psychologiquement, que les autres personnes. Donc, on leur donne de l'accompagnement qui est 4 rencontres individuelles avec notre coordonnatrice, c'est une spécialiste. Et puis, à ce moment-là, ça les aide à bien avancer dans leur deuil, au moins à comprendre où ils sont bloqués. Donc là, c'est pas un groupe, c'est un peu comme voir un psychologue ou un thérapeute? Mais c'est seulement 4 semaines, c'est gratuit, tous nos groupes. C'est gratuit en plus? Ah oui, c'est gratuit. On est un organisme communautaire et donc c'est gratuit. C'est très bien. Et ces groupes-là que vous avez, là, est-ce que c'est tous les jours de la semaine? Est-ce qu'il y a des horaires plus précis? Bien, je veux dire, quand un groupe débute, oui, il y a des horaires précis. Mettons que ça peut être tous les vendredis pendant 11 semaines. OK. Et on a plusieurs groupes. On a en moyenne 4 à 5 groupes par semaine. C'est beaucoup? Oui. Dans vos groupes, vous avez combien de personnes? De 6 ou 7 personnes. OK. On a diminué parce qu'avant, c'était beaucoup plus, mais on s'est rendu compte que plus le groupe est restreint, plus ça l'aide des personnes parce qu'ils ont une place pour ventiler davantage. Ah, OK. On se sent plus comme dans une petite famille. Oui, c'est ça. OK. Et là, il y a un nouveau projet. Valérie, vous êtes étudiante en ce moment. Bien, là, il y a eu la grève. Oui. Mais vous étudiez pour faire votre maîtrise en travail social. Exact. Et dans le cadre de vos études, vous deviez partir un projet. Et donc, vous travaillez avec l'UMIVI. Qu'est-ce que c'est que votre projet? En fait, il vise à mettre en place un programme d'intervention pour les enfants endeuillés qui vivent la perte de l'un de leurs parents. Oui. Et lié à ça, il y a un projet de recherche. Donc, il y aura des entrevues de conduite avec les enfants sur une base volontaire. Mais principalement, on part du concept que les enfants endeuillés n'ont pas de service présentement à Laval sur une base de groupe. Donc, on vise à offrir un service nouveau. C'est pour les enfants de quel âge? Présentement, on a ciblé les enfants de 9 à 12 ans. Pourquoi? Parce que selon tous les apports théoriques, les formations, tout ce qui se dit sur les enfants endeuillés, la compréhension de la mort varie selon l'âge de l'enfant. À 6 ans, par exemple, l'enfant va comprendre pas nécessairement que c'est pour toujours, que le parent peut revenir, que c'est juste les méchants qui meurent. Donc, il y a tout le concept qui est différent versus, par exemple, à 10 ans, 11 ans, que là, il commence à assimiler que oui,
que c'est réversible et que ça arrive à tout le monde. OK. On a basé le 9-12 ans sur toutes ces notions-là. Puis vous avez choisi ce groupe d'âge-là pour ces raisons-là? Oui. En fait, la base était qu'à 9-12 ans, l'enfant sait que la mort est définitive. OK. Est-ce que c'est un projet pour plus tard de faire des groupes avec les plus jeunes? En fait, je pense que tout dépendamment de la demande, hein, on va s'adapter. On a comme projet d'élargir, comme Valérie dit, c'est tout dépendant de la demande. Ça, c'est la première étape. Exact. Oui. OK. Et comment ça va se dérouler, une rencontre avec ces enfants-là? En fait, c'est un programme d'intervention. Une séance va durer 1h30. Ça risque d'être les samedis matins pour le moment. C'est fixé les samedis matins. Ce qu'on vise, c'est 8 rencontres. Sur ces 8 rencontres-là, hebdomadaires, 7 vont être avec les enfants, 1 avec les parents. Et au sein des rencontres, il y aura beaucoup de médiums d'utiliser. Autant d'utilisation de peinture, de dessin ou d'activités un peu plus bougeottes, là, si on veut, pour faciliter la transition, que les enfants aient une facilité à parler. C'est un peu ça les objectifs. OK, vous voulez les amener à communiquer leur peine. Exact. OK. Et là, à ce moment-là, c'est à vous qui vont partager ça? On va être 2 animatrices. OK. Moi et une psychoéducatrice de formation qui se montre bénévole pour animer ce groupe-là avec moi. Ça va être difficile de travailler avec les enfants qui ont perdu un parent? Oui. Par mon bagage, étant travailleuse sociale déjà, j'ai une expérience à ce niveau-là. Et aussi beaucoup de formations qui sont venues enrichir. C'est sûr que c'est pas facile. Hein. On va se dire que c'est des enfants qui vivent des émotions pas toujours faciles et que se l'exprimer en mots, c'est doublement plus dur. Oui, vraiment. Et là, ce projet-là commence à quel moment? Le 28 avril de ce mois-ci. Okay. Et c'est sûr que là, on a fait beaucoup de publicité parce que... Pour recruter. Pour recruter, mais puis nos partenaires, bien, étant donné que c'est le CSS de Laval, bien, je veux dire, c'est toutes les travailleuses sociales puis les écoles. On a envoyé beaucoup d'informations aux écoles pour qu'on puisse avoir le plus grand nombre d'enfants possible. Mais c'est sûr qu'on va commencer par un groupe et après, on voit si on a beaucoup de demandes, bien, on va ouvrir à davantage. Pour l'instant, la demande, c'est comment? On a publicisé vendredi dernier, donc on est encore... on ne peut pas avoir un nombre présentement. Vous n'en avez pas en ce moment déjà? OK. Bien, je veux dire, on a quand même des prospects, mais je veux dire, c'est pas encore significatif là, pour qu'on puisse partir le groupe, mais on devrait partir le groupe pour le... À partir du 28 avril, pendant 8 semaines. Le 28 avril, ça donne... Un samedi matin. Un samedi, c'est ça. Et ça devrait se terminer le 16 juin. OK. Donc, c'est sûr qu'on a dû adapter nos locaux en fonction d'avoir un endroit précis pour les enfants, accueillant pour les enfants, puis aussi qui était représentatif pour eux autres. Oui, puis vous avez dit qu'il y a de la peinture et toutes sortes d'activités comme ça, donc c'était quand même un investissement. Oui, c'était un investissement, mais je pense que ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup, ça c'est certain. De quelle façon est-ce qu'on peut aider Lumivie? Bien, par les dons. Oui. C'est sûr que nous, on est subventionné avec l'Agence de santé et des services sociaux. Et par la suite, bien, c'est sûr qu'on a des cueillettes, des fonds. Je dis qu'on réclame des fonds là, par... L'autofinancement, je cherchais mon mot. D'accord. Et si on veut plus d'informations, avez-vous des coordonnées, un site web? Oui, on a un site web, c'est lumivie.com. Et tous nos services sont sur le site web. Et, avec l'horaire également. Avec l'horaire également. Et aussi, un service que j'avais oublié, que je pense qu'il est fort important, c'est qu'on fait aussi de la formation en initiation en soins palliatifs. On a 2 formations par année. On a une à l'automne et l'autre à l'hiver. C'est de 45 heures et on est affilié avec le Cégep Marie-Victorin. Puis cette formation-là de 45 heures, il y a une attestation collégiale qui a été mise après mais c'était aux adultes, par exemple. OK. Mais c'est dédié à la population lavalloise, aux intervenants dans le réseau et à tous nos bénévoles aussi. Parce que quand on fait du recrutement de nos bénévoles, c'est sûr qu'on s'assure qu'il y ait cette formation. Cherchez-vous des bénévoles en ce moment? Non, pas présentement. Pas présentement. Mais je dis, c'est toujours... on les accueille toujours, mais ce bénévolat, c'est un bénévolat assez particulier parce que c'est quand même... Quand on parle de gens en fin de vie... Ça semble vraiment difficile, vraiment. Là. C'est vraiment une écoute active, puis on n'est pas dans le conseil. C'est loin de là. Quand on est en fin de vie, je pense pas que les gens ont besoin de conseils. Vous avez été écouté, accompagné, en fait.
C'est ça, c'est Oui. juste de l'accompagnement. Oui, très bien. Là, vous m'avez parlé du site Web. Est-ce que vous avez aussi... pouvez-vous nous donner aussi l'adresse, pardon? C'est 3868 boulevard Sainte-Rose à Laval. C'est dans Fabreville. À Fabreville, très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne chance pour le nouveau projet. Merci beaucoup. Restez là tout de suite après la pause, votre vitrine communautaire. Vous êtes de retour juste à temps pour votre vitrine communautaire. Cette émission Vitrine communautaire vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Je suis en présence de Laurence Robichaud, responsable des événements et des collectes de fonds, et aussi de France Leblanc, membre du conseil d'administration. Vous êtes ici pour la sclérose en plaques. Alors, tout ce qui s'en vient bientôt, on sait que la grande marche, c'est pour quelle date? À Laval, c'est le 29 avril. En fait, c'est la marche se fait à la grandeur du Québec et du Canada, mais à Laval, c'est le 29 avril prochain. D'accord. C'est au Centre de la nature à Laval, à 8h30 le départ. À 8h30 le départ. Ça dure combien de temps? Ça dure environ jusqu'à 2 h de l'après-midi parce qu'il y a la marche, bien sûr, il y a un petit peu d'animation. Après, on a un petit peu de temps pour faire la compilation, puis après, il y a la remise du chèque. Donc, un petit peu d'animation aussi, le dîner aussi sur place. Wow. Donc, ça termine environ vers 2 h. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut participer pour aider? En fait, les gens ils ont 2 possibilités. Soit ils peuvent décider de venir marcher avec nous. Donc, ils s'inscrivent soit par Internet, soit par téléphone, soit seuls ou en équipe. Ils peuvent décider de former une équipe, en fait, avec les membres de leur famille, des collègues, des amis. Oui. Puis, ils s'inscrivent, ils viennent marcher tout le déroulement de la journée avec nous. Aussi, les gens ne peuvent pas être présents sur place, qui disent, par exemple, moi, je veux aider, mais je ne suis pas disponible le 29. Ils peuvent décider de commanditer un ami ou un parent qui marche. Ah, OK. Donc, ça, c'est faire un don à quelqu'un qui a fait une équipe ou qui est inscrit. On dit, par exemple, moi, je donne 20 $ à cette personne-là, puis je l'encourage comme ça à aller marcher pour la cause. Et lorsqu'on marche, est-ce qu'on doit ramasser des fonds? Oui, en fait, chaque personne, il n'y a pas de minimum, mais les gens sont invités à ramasser, dans le fond, le plus de fonds qu'ils sont capables d'amasser avec leur réseau. Donc, on a une petite feuille de commandite à remplir. Les gens inscrivent tous les participants qui leur ont fait des dons ou les entreprises qui ont fait des commandites. Okay. Puis tout ce montant-là est amassé et remis la journée de la marche ou à la préinscription qui a lieu le jeudi. Le jeudi 26 avant avril. le... Oui, parce qu'il y a quand même un engouement la journée de la marche. Alors, on fait, nous, une préinscription à nos locaux. Bonne idée, hein? Ça enlève beaucoup de travail la Ça journée. Il y a enlève, c'est ça. tellement d'organisation que... Ça désengorge un peu l'inscription la journée même. Donc, les gens qui ont amassé des grosses sommes d'argent viennent les porter à nos bureaux, D'accord. le 26. Donc, il y a 2 possibilités. Donc, dans le fond, moi, si j'ai envie de marcher, je vais avoir la feuille. Puis là, par exemple, je vais avoir des compagnies. Lui me donne 100 $, mon ami me donne 20 $, ma soeur me donne 20 $. Alors, j'écris tout ça. Puis moi, je vous remets ça. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on a un chandail quand on... Oui, bien, les personnes qui d'équipe, ramassent 125 $ ont droit au chandail officiel de la marche la journée même. Puis, en fonction des plus gros montants, là, il y a différentes échelles de cadeaux aussi. Après, par exemple, les gens qui forment une équipe, ils ont le droit à la casquette. Il y a une épinglette aussi. C'est tout dépendant du montant qui est amassé. Okay. C'est sûr qu'il y a des cadeaux qui sont offerts par les commanditaires qu'on peut remettre. Mais les gens qui veulent avoir le chandail officiel, c'est 125 $ qu'ils doivent amasser. Quel est votre objectif cette année? Cette année, c'est d'amasser 110 000 $. Wow! Donc, c'est un bon objectif, mais on le maintient, puis on espère que... Comment ça s'est passé l'année passée? L'année passée, on a amassé environ 115 000 $. Wow. Là, dû aux baisses un petit peu de participation d'année en année, des fois, ça dépend aussi, on attend après la température aussi. Des fois, la température le permet moins. Donc, il y a des années qu'on en amasse un petit peu moins, mais cette année, on espère, on se croise les doigts. On se croise les doigts que Mère Nature nous donne de bonnes Puis on espère températures. ramasser 110 000 $ cette année. Est-ce qu'il faut être en bonne forme physique pour faire cette marche-là? Pas nécessairement. En fait, la plupart des gens, comme vous et moi, vont marcher. Alors, parfois, c'est des gens qui ne sont pas entraînés. Les parcours, c'est quand même assez simple. C'est de 5 à 10 km. On a un premier parcours de 5 km. Les gens le font à leur rythme, vraiment. S'il y a des gens qui se sentent fatigués, ils peuvent abandonner ou se reposer, tout simplement. Oui. Puis, les gens qui sont en forme, qui peuvent faire un autre 5 km après, donc pour totaliser 10 km. Eux, après, il y a un autre départ, ils peuvent faire un autre tour de parcours. Super. Est-ce qu'on peut parler de la maladie, la sclérose en plaques? De quelle façon est-ce qu'on peut remarquer cette maladie? Bien, c'est une maladie, en fait, qui se remarque. Il y a beaucoup de... Elle se développe pas de la même façon chez toutes les personnes. Okay. En fait, il y a des gens qui vont être atteints vraiment au niveau
plus de l'élocution. Il y a des gens, ça va être la motricité. Par exemple, il y a des gens qui peuvent avoir une perte, justement, de motricité. Ils ont de la misère, ils ne peuvent plus marcher. Par exemple, leurs jambes ne fonctionnent plus, leurs bras. Il y a des gens que c'est la vision, la parole aussi. Donc, c'est vraiment sur différents types de formes qu'elle se développe. Puis, tout dépendant des personnes, elle peut s'accélérer de différentes façons aussi. Ah oui? Il y a des gens qui peuvent avoir une poussée que c'est très rapide, qui se retrouvent, par exemple, en fauteuil roulant très rapidement. Puis, il y a des gens qui peuvent continuer à maintenir quand même, par exemple, c'est plus long un peu que ça se développe. Pendant plusieurs années, ils vont être capables quand même de marcher. Là. Ils ont une petite poussée, par exemple. Là, c'est plus au niveau de la fatigue. Ils vont avoir de la difficulté à faire des tâches quotidiennes qu'ils sont habitués de faire habituellement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens atteints ici à Laval? Mon Dieu, je pourrais pas vous dire le nombre de personnes atteintes. Je ne sais pas si à Laval, je ne sais pas précisément. On sait que les femmes sont plus atteintes que les hommes. Deux femmes pour un homme. Pour un homme d'atteinte. Ah, oui. Mais dans la population lavalloise, c'est quand même assez dur à chiffrer. Nous, à Laval, à l'association, on a 500 membres environ qui sont soit des gens atteints, soit des gens qui côtoient des gens atteints. Donc, ça nous donne quand même une idée. Oui, c'est une idée, parfait. Alors, pour aider ces gens-là, là, si on veut participer à cette course, cette marche, c'est pas une course du tout, c'est loin des Mais si vous voulez courir, vous pouvez courir. Non, c'est une marche, c'est plus simple aussi. Alors, de quelle façon est-ce qu'on peut s'inscrire à la marche? Soit par téléphone, en fait, vous pouvez nous contacter directement au bureau, ou soit sur le site Internet, qui est marchedelespoir.ca. C'est très, très bien fait. Les gens marchedelespoir.ca. Et le numéro de téléphone, c'est? Le 450-663-4911. OK. Donc, c'est directement nous qui vous répondons au bureau, puis on peut prendre l'inscription. Pour les gens qui sont plus à l'aise avec Internet, là, ça se fait bien, soit former l'équipe en ligne ou s'inscrire en ligne aussi. Super. Et ensuite, vous avez bien sûr d'autres levées de fonds, entre autres la campagne de l'AIEX. Ça va être au mois de mai, ça? Au mois de mai, oui. Les 10, 11 et 12 mai prochains. Dans le fond, c'est à l'occasion de la fête des mères. Ça tombe le week-end, la fête des mères. Nous, c'est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Vous avez dit que les femmes sont plus atteintes aussi? C'est ça. Donc, c'est une belle façon aussi de faire un petit coup de chapeau aux femmes, justement, à l'occasion de la fête des mères. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on tient des points de vente un peu partout à Laval, dans les édifices à bureaux, dans les commerces, dans les écoles. Puis les gens sont invités à faire un don en échange d'un œillet naturel, une vraie fleur. Qu'on peut offrir à notre maman. Oui. C'est ça, pour la fête des mères. Donc, ça se donne bien. Très bien. Et j'ai aussi devant moi ici un beau petit livre, Une chance qu'on ça. Oui. Ça sonne, on dirait que c'est du Jean-Pierre Ferland, ça? Oui, c'est ça un peu, hein? Oui. Alors, c'est l'année dernière, on a lancé ce livre, Une chance qu'on ça, parce qu'avec deux autres amis, nous sommes artistes peintres, on est 3 femmes, et moi, la sclérose en plaques, c'est une cause qui me touche beaucoup. Alors, on a décidé, avec nos œuvres, de produire un livre. On avait une bonne amie dans le domaine de l'édition qui nous a aidés dans tout ça, et on a fait un livre. Et on a contacté Jean-Pierre Ferland parce que c'est quelqu'un... on écoutait beaucoup ses chansons quand on était jeunes et tout ça. Oui. Et il nous a autorisé gracieusement à utiliser les paroles de ses chansons pour accompagner nos œuvres. Alors, c'est ça. Le livre est conçu comme ça. Vous avez souvent une œuvre d'un côté et nous, on étudie toutes ses chansons, son œuvre, pour trouver des textes pour accompagner les images. Donc, on a le texte, l'image. Donc, vous avez vraiment comme... C'est ça. On a essayé de trouver qu'est-ce qui nous... coordonner ensemble. C'est ça. Comme ça, c'était Mon amour, t'es ma maîtresse. Bon, c'est un peu un corps de femme qu'on a illustré ici. Oui, merci. Ça s'appelle des monotypes. C'est vous qui faites ça? Oui. C'est une technique spéciale un peu qu'on a fait. On a fait une petite collection. Ça nous a pris pas loin d'une année pour faire la collection, tout ça. Puis après ça, on a concentré les meilleurs qu'on a pris. Ensuite, on a fait l'étude des chansons pour retrouver ce qui nous convenait le mieux. Ça, c'est l'explication un peu de la technique. Wow. C'est une... On voit vraiment là, tout ce que vous faites. On a fait ça en Floride lors d'un séjour prolongé parce qu'on a pris des cours pour apprendre cette technique-là. C'est un petit peu spécial, puis ça prend une grosse machine à impression pour pouvoir faire les monotypes. Puis cette machine-là, il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Alors là-bas, à l'école d'art où on a pris des cours, elle était là. Alors c'est là qu'on a fait notre production de monotypes. Ça a l'air vraiment intéressant. Est-ce que c'était dur à apprendre ça? Non, pas vraiment, parce que des fois, on peut rater En fait, je vous explique grosso modo, c'est qu'on a une plaque de plexiglas, on applique de la peinture et tout ça, et au préalable, on a trempé du papier. C'est très technique, hein? Certains papiers, certaines peintures, tout ça, on l'a trempé dans l'eau. Et ensuite, on va déposer notre plaque, on a appliqué les couleurs et on a essayé de visualiser qu'est-ce qu'on voulait démontrer. Oui. Et on va mettre ça sur une grosse machine qui est un genre de photocopieur.
Puis après ça, on prend notre papier mouillé qu'on vient déposer sur la plaque colorée de plexiglas. On rabat quelque chose et puis là, avec le poids, on tourne une grosse roue et la machine vient presser. Alors, le papier boit la couleur qui était sur le plexiglas. Après ça, on enlève ça. Et puis là, aux surprises, parfois, c'est très bien, on est content. D'autres fois, c'est pas bon, on le jette. Ça. Et après, nous, là-dedans, on peut voir quelque chose, on appelle ça des archétypes. Puis là, on peut venir un peu détailler, jouer avec pastel, crayon, fusain, une autre technique. Voilà. Donc, vous étiez 3 amis qui ont... On est 3 amis qui avons été touchés par des causes différentes. Moi, c'est la sclérose en plaques. Une, c'est le cancer. L'autre, c'est le suicide. Elle a perdu un de ses fils. Alors, on est 3 amis d'enfance. Ça fait 45 ans qu'on se connaît. Alors, on est comme des sœurs, très, très unies. Alors, depuis ce temps-là, on a parti un peu un collectif qui s'appelle Triade. Et on fait des toiles comme ça, sur mesure, surtout des grands formats. Et nous, tous les profits de ce qu'on fait s'en vont aux 3 associations. Alors moi, mon tiers s'en va à la sclérose en plaques. Ah, c'est bien. Parce que mon fils Vincent, de 26 ans aujourd'hui, ça fait 4 ans, il est atteint de la sclérose en plaques. C'est sa fête aujourd'hui? Non, mais cette année, il a 26 ans. Il l'a eu, ça fait 4 ans. Il avait 22 ans. Christophe, de quelle façon est-ce Sa fête, c'est le 26 novembre, justement. Cette année, c'est son année chanceuse. Il a eu 26 ans. Oui. Fait que j'ai dit, c'est ton année. Alors, si on pouvait trouver le remède de la sclérose en plaques pour toi puis pour tous les gens atteints, ça serait tellement fantastique, oui. Parce qu'on n'a pas dit tantôt, tout ça, tout ce qu'on fait, c'est pour lever des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques, parce que c'est une maladie, on ne sait pas où ça s'en va, on n'a pas encore le remède, on ne sait pas d'où ça vient non plus. Et pour venir en aide aux gens atteints, pour qu'ils aient des services et toutes sortes d'activités quand même pour améliorer leur qualité de vie. Okay. Alors, c'est le but un peu de la marche, le puis les levées de fonds Comme les levées de fonds sont à Laval, la marche, c'est vraiment une levée de fonds qui se fait au niveau national. Oui, partout. Il y a vraiment la moitié des fonds qui sont conservés à Laval, donc les services. C'est les services qu'on offre à Laval. Donc, ça ne s'en va pas partout au Québec. On a vraiment un gros montant qui est accordé à la recherche et un montant aussi vraiment pour nos services. Parce que chaque ville fait sa marche et puis chaque... je ne sais pas trop comment on appelle ça, Laurence. Les sections. Les sections, c'est ça. Il y a des sections, par exemple, au Saguenay, il y en a en Montérégie, puis il y a des marches un petit peu partout au Québec qui se font à Alors, les gens atteints de la maladie qui ont besoin de cours, de ci, de ça, alors avec leur section, ils ont des accès privilégiés, puis c'est les levées de fonds, de marche et toutes les choses qui sont faites durant l'année qui permettent à ces gens-là d'avoir... des services vraiment locaux dans leur région. C'est très important. C'est ça. Alors vous allez marcher pour votre fils Vincent? Ah bien sûr. Nous, depuis que Vincent a reçu son diagnostic, alors mon mari puis moi, évidemment, on était consternés par ça. Fait qu'on a dit, bon, ben maintenant, on alloue du temps et le plus de fonds possible pour la recherche sur la sclérose en plaques. De quelle façon est-ce que ça... un assez bon réseau. Fait qu'on a décidé, dès la première année, on est parti... j'ai commencé avec une équipe pour la marche qui s'appelle les Spiders. Okay. Et puis, ça a super bien été. On a ramassé pas mal de fonds et l'équipe est assez grosse. Ah oui, combien? Parce que déjà, l'année passée, on était une cinquantaine. Wow! Cinquantaine de participants. C'est pas mal une grosse équipe. Puis je suis bien contente parce que mon fils il est quand même jeune. Puis il vient avec sa gang de chums, puis ils sont au moins une quinzaine, puis ils font la marche, puis ils collectent ses fonds. Puis moi, mon fils, il va bien. Là, il n'est pas encore en... Il est correct. Oui, il est correct. Il n'y a pas de symptômes graves encore. Quel âge il a, Vincent? Il a 26 ans. 26. Oui. OK, oui, 26, ça. Il prend des médicaments qui existent pour... Alors, nous, on l'a su vraiment, c'est un hasard. Oui. Alors, il a été quand même chanceux dans sa malchance parce qu'on l'a su relativement juste suite à une poussée. Tout de suite, ils ont pu diagnostiquer. Fait qu'il y a déjà des médicaments qui existent pour l'aider à reporter d'autres possibilités de pousser. Mais ça ne guérit pas, puis ça... parce qu'il n'y en a pas encore de remède. Au moins, avant que ça apparaisse, là... Oui, moi, je joue au hockey, tout ça, ça va bien. Mais si ça va pas mieux dans la recherche et tout ça, à mon âge, il risque de se retrouver en moins bonnes conditions, comme parce que cette maladie-là évolue. Oui. Est-ce que vous travailliez déjà pour la sclérose en plaques? Étiez-vous déjà impliqué avant de savoir que Vincent avait... Pas du tout, non? Pas du tout. C'est vraiment, suite à son diagnostic, qu'on a décidé en fait, j'étais rendu à un point de ma vie, carrière, où c'est ça, je voulais faire un peu de bénévolat, un peu de social, alors... malchance est tombée. La malchance de cette maladie-là est comme tombée dans... J'ai reçu comme
l'illumination de dire, voilà, c'est ça ma cause. C'était clair, voilà. C'est ça. Et avec mes amis, avec des projets comme ça, ben nous, ça nous permet... on n'est pas découragés, puis la vie est belle, puis ça continue, puis il faut... alors, en étant artiste, on continue à créer tout en pouvant aider les causes comme ça qui nous sont chères. C'est très bien. Et vous, est-ce que vous avez une raison particulière pourquoi vous êtes impliquée dans cette cause? Moi, j'ai pas de personnes atteintes qui sont dans mon entourage. Je les ai découvertes, en fait, en travaillant là. À la base, j'avais personne que je connaissais qui avait un diagnostic, mais c'est vraiment en travaillant là qu'on se rend compte, en parlant des gens. Ah ben moi, j'ai ma soeur qui est atteinte, moi, j'ai ma mère, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille. Ouais. Alors, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Puis les gens qu'on côtoie aussi tous les jours à l'association, les membres qui sont atteints aussi, ça devient comme une deuxième famille. C'est des gens dont on devient très proche. Mais moi, à la base, dans ma famille, il n'y avait personne d'atteint, mais comme ça se déclare à tout moment. Oui, est-ce que c'est quelque chose de génétique? Est-ce que c'est... C'est pas prouvé ça, encore. Pas vraiment encore. C'est ça, c'est une maladie. Vraiment besoin de faire de la recherche, dans le fond. Oui. Ah oui, parce que c'est difficile à détecter. Puis je suis convaincue qu'il y a des gens qui sont atteints de la maladie qui ne le savent pas. Moi, mon fils, si on n'avait pas eu un ami ophtalmo qui poussait plus loin les petits tests, on ne le saurait pas. Il a fait, on appelle ça une névrite optique. Ça fait 4 ans, il n'y a pas eu d'autres poussées après. Alors, tu peux en faire une poussée ou 2, ou 10 ans, ou 15 ans. Alors, tu as la maladie qui continue à évoluer, qui fait des plaques dans le cerveau, fait qui empêche un peu les nerfs. C'est une maladie neurologique de connecter, mais ça peut être très long, comme il peut faire une autre poussée demain matin. On ne sait pas. Personne, c'est pareil. C'est ça qui est... C'est difficile de cerner d'où ça vient, la cause, parce qu'on ne sait pas, vu que ça évolue sur différentes personnes de différentes façons, on ne peut pas cerner comment ça... Est-ce que c'est génétique? Oui, des fois, il y a des personnes de génération en génération qui vont conserver, qui vont avoir encore la maladie. Comme moi, je peux l'avoir, mon enfant ne l'aura pas, par exemple. Okay. C'est pas nécessairement lié à la génétique. Donc, c'est très difficile de cerner d'où ça vient, puis c'est pour ça, justement, qu'on amasse des fonds. Mais depuis les récentes années, il y a d'énormes progrès dans la recherche. Ça va très bien. Il y a beaucoup de découvertes, puis ça avance beaucoup. Il y a beaucoup de fonds alloués pour... Alors, beaucoup de gens sont convaincus que d'ici une couple de décennies, ils vont vraiment trouver le remède à cette maladie. Alors, c'est pour ça que c'est important de donner, de marcher, puis de le 29 avril. Aussi pour démontrer l'appui, justement, aux gens qui sont dans notre entourage, qui ont la maladie, juste... Des fois, de venir dire, ben moi, je suis pas là toute l'année, mais aujourd'hui, je vais venir marcher avec toi, je vais venir t'appuyer. Ouais. Ça fait beaucoup de bien à ces gens-là qui se sentent justement supportés. Effectivement. Alors, tout le monde est invité le 29 avril. C'est à quelle heure déjà? 8h30. 8h30. Alors, on peut s'inscrire sur le site web? Oui, ou par téléphone. Ou par téléphone. Pouvez-vous me donner les coordonnées? Oui. Par téléphone, c'est le 450-663-4911 ou marchedelespoir.ca. C'est le site web. D'accord. Alors, on va pas rester aussi à l'affût de toutes les autres levées de fonds? Oui. En même temps, on se maintient en santé parce qu'on marche, on est à l'extérieur, c'est au centre de la nature. Et il va faire beau, belle activité familiale pour tout le monde. Oui, c'est bien. Ouais. Puis ce livre-là, est-ce qu'on peut se le procurer quelque part en particulier? Oui, bien sûr. Vous pouvez... ils ont quelques exemplaires à l'association si vous voulez. Sinon, vous pouvez communiquer directement avec moi. On a un petit formulaire que je peux envoyer par Internet pour faire une commande. Alors, je vous ai donné mon site. Oui, c'est ça. Oui. Mais mon site, c'est atelier124.ca. Mais ceux qui veulent me rejoindre personnellement, ça peut être au 450-661-0332. OK. On peut le trouver en magasin aussi? Oui. OK. Dans les bonnes librairies connues. Oui. Parfait. Mais merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Bonne chance pour la marche. Merci beaucoup. Je vous présente Carole Nantel du projet Équestre Goldie et M. Luc Pomerleau de Sélection Laval. Bienvenue. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes avec nous. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le projet Équestre Goldie? Projet Équestre Goldie, c'est un centre d'équitation thérapeutique pour enfants handicapés. Donc, les enfants handicapés se promènent sur un cheval. C'est une thérapie. C'est vraiment une thérapie. C'est les enfants qui sont référés chez nous, c'est via le milieu médical, soit physio, ergo, médecin. Puis ma table de cheval, c'est le travail. Ma table de travail, c'est le cheval. OK. On se promène pas à cheval. On fait vraiment une thérapie chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, une thérapie sur un cheval? Le mouvement du cheval, si on rentre dans l'hypothérapie, le mouvement du cheval est exactement le même mouvement de marche qu'un être humain.
Okay. Donc, si tu as un être humain en problématique de mouvement, tu l'assois passivement sur le cheval, s'il peut être assis, des fois ils sont couchés, ça va donner au corps humain puis au cerveau tous les influx qu'il a besoin pour avoir la marche. Il y a un enfant en paralysie cérébrale, exemple, qui a de la misère à lever la tête ou le tronc ou qui a de la difficulté à marcher. Bon, mais ça va faire en sorte qu'on va accélérer, si tu veux, le processus de marche, où on va maximiser selon son potentiel à lui. Parce que chacun est individu. Tu ne peux pas les installer de la même façon sur le cheval non plus? Non. Il y a des enfants qui... Ils sont couchés. Ils sont couchés? Ils sont carrément couchés sur le cheval. Il y en a d'autres qui sont assis. Il y en a qui ont des selles anglaises, selles western. Il y en a qu'on appelle burback. C'est seulement un tapis pour ne pas salir les pantalons. C'est directement avec le contact de l'animal. Et Monsieur Merleau, vous représentez Sélection Laval. Oui. Et pour quelle raison est-ce que Sélection Laval décide de se joindre à ce projet? Sélection Laval parraine à chaque année une organisation, un organisme sans but lucratif. Et cette année, on a choisi le projet Équestre Goldie parce que, en fait, après consultation, on a plusieurs locataires, 300 locataires. On voulait avoir quelque chose qui était près des enfants, qui allait servir aux enfants, et c'est assez inusité. C'est quelque chose qui n'est pas courant, cette thérapie-là. Non. Alors, on a rencontré Mme Nantel, on est allé voir aussi le centre où elle fait sa thérapie, et on a été enchantés. Alors, comme ça, on a une levée de fonds qu'on fait là, pendant toute l'année. On pense amasser 2, 3, 4 000 $ avec les locataires du Sélection Laval, mais aussi avec d'autres partenaires qui sont de près ou de loin avec qui sont près des locataires du Sélection Laval. Qu'est-ce que c'est que le Sélection Laval? Ah, c'est une bonne question. Oui. Le Sélection Laval, c'est le plus beau complexe locatif pour personnes retraitées au Canada, je dirais. Mais on l'a à Laval, c'est merveilleux. C'est où, à Laval? C'est au coin de de Carrefour et Daniel Johnson. Oui, OK. Très gros immeuble, Sélection Laval, 253 appartements, des gens autonomes, dynamiques, qui recherchent des activités culturelles, sportives et des loisirs. Alors, c'est comme un hôtel, c'est merveilleux. Moi, je suis enchanté. Ça fait 3 ans que je suis directeur là-bas et j'ai une clientèle extraordinaire et qui ont embarqué vraiment beaucoup dans le projet. C'est intéressant que votre clientèle, c'est des personnes âgées, mais qui veulent se concentrer sur des problèmes pour les enfants. Oui. Dans le fond, on croirait que les personnes âgées voudraient peut-être supporter un organisme pour les personnes âgées. Oui, mais non, mais ils sont très sensibles aux problèmes qui sont liés aux enfants. Ils ont des petits-enfants eux-mêmes. Je trouve que c'est fantastique, ça. Et on a même une grand-mère chez nous qui a vu, ou en tout cas entendu parler du projet Équestre Goldie. Évidemment, on en fait beaucoup la promotion chez nous. Et elle a décidé d'envoyer son petit-enfant, son petit-fils, chez Projet Équestre Goldie. Et puis, ça a été très révélateur, très intéressant. Puis là, elle a pu témoigner du changement apporté à cet enfant-là. Puis bon, mais ça a créé un mouvement, un engouement pour ça, oui. Ils doivent tellement aimer ça, pouvoir monter sur un cheval. Non, c'est ça. Ça doit être super. D'où ça a commencé, cette idée-là? Quand même très originale. Mais ça fait longtemps que ça existe. Oui? C'est pas moi, là. L'équitation thérapeutique, c'est international. Tu n'en avais jamais entendu parler? C'est vraiment international. En Europe, c'est là que ça a commencé. Okay. Leur association, c'est Andy Cheval. Aux États-Unis, ça fait peut-être 50 ans que ça existe. C'est NARA. Puis nous autres, au Canada, c'est notre 30e anniversaire, 32 ans que ça existe. Au Québec, on est tout nouveau, là. Au Québec, ça fait 15 ans, puis je suis la première qui a parti le mouvement au Québec. Pourquoi vous vouliez partir ça? Bien, c'est un enchaînement de vie. Je ne voulais pas partir ça. Moi, je suis comptable. Ah oui? Je suis comptable, puis j'ai toujours aimé les chevaux. Puis avec une de mes juments qui s'appelait Goldie, elle pouvait plus me suivre à faire mon équitation. Puis j'ai fait des recherches à vouloir la donner. Puis c'est là que j'ai connu l'équitation thérapeutique près de New York, là, à Hinchinbrook. OK. Et de là, j'ai dit, je suis allée voir, j'ai donné Goldie. 6 mois plus tard, je suis allée voir ma jument, voir qu'est-ce qu'elle faisait. J'ai assisté à une thérapie avec un jeune trisomique. Mais je suis tombée en amour avec le concept. J'ai dit, moi, c'est ça que je vais faire plus tard. Puis ça m'a pris 2 ans pour mettre sur pied le programme. Et on est parti.
Ça devait être difficile. Je veux dire, il faut se procurer plusieurs chevaux. J'en avais déjà 2. OK. Fait que on a commencé avec ces 2-là, faire la formation des chevaux, puis la désensibilisation. Puis j'avais un de mes clients à l'époque qui était au Journal de Montréal. Puis il m'a fait un beau cadeau, une belle page de publicité entrevue. Puis de là, je commençais avec 5 enfants, 2 chevaux. Puis aujourd'hui, on est plus que 100 enfants, puis on a 12 chevaux. Wow! 13 ans plus tard, puis on est 500 accrédités maintenant par notre Association canadienne d'équitation thérapeutique au Québec. Donc, un à Laval? Pas à Laval. OK. On n'est pas à Laval. Nous, on est situé à Mirabel. Pas trop loin quand même. Non, c'est pas trop loin. Accessible aux gens de Laval, très bien. Oui, oui, oui. Nous, on dessert la grande région de Montréal. OK. Avez-vous d'autres façons de ramasser des fonds? À part la sélection Laval, bien sûr. On fait 3 levées de fonds par année. OK. Une à l'automne, une l'hiver, puis c'est 2 soupers. Il y a ceux qui sont intéressés, là, le 14 novembre. Autour du 14 novembre, on a un souper en camp. Ensuite, on a un vin et fromage en février. Puis, le 21 mai, ça va être la journée familiale. Journée familiale, c'est à notre centre. L'entrée est gratuite. On a des clowns, on a plein d'activités. Les gens viennent faire un tour. Ils viennent manger parce que c'est là qu'on fait nos sous, vendre des hot dogs, puis toutes sortes de trucs pour la bouffe. Et il y a une donation volontaire qui se fait. Ça, c'est la première fois cette année qu'on fait, qu'on va voir. Donc, pour participer à cet événement-là, est-ce qu'on doit s'inscrire avant? Pas du tout. On doit juste se présenter sur place à Mirabel? On se présente sur place. C'est quoi l'adresse? C'est le 11 856 rue Saint-Étienne, mais on a un site Internet. Fait que si vous allez sur le site Internet, toute l'information est là. Puis on est également sur Facebook. Quel est le site Internet? C'est le www.projetgoldie en un seul mot.com. D'accord. Et là, moi, ce que je me demande, c'est que les jeunes qui sont mis sur le cheval, j'imagine qu'il doit y avoir un adulte avec eux en tout temps pendant qu'ils se promènent. De la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un manieur. Le manieur, c'est lui qui dirige le cheval avec la laisse et le licou. On a un accompagnateur ou 2, selon la demande de l'enfant, s'il est plus ou moins autonome, puis il y a l'instructeur. Fait que souvent, on est de 2 à 3 personnes autour de l'enfant. D'accord, donc c'est quand même sécuritaire. C'est très sécuritaire. Moi, au début, quand je connaissais pas ça, je me dis ça doit être un peu dangereux mettre un enfant qui est à mobilité réduite sur un cheval s'il arrive quelque chose. On est tout équipés, dans le sens que l'enfant a la ceinture à sa taille. Si jamais, parce qu'on travaille avec des chevaux, on ne pourra jamais dire jamais, mais si jamais le cheval avait peur pour une raison ou pour une autre, on récupère l'enfant par la ceinture et ça s'arrête là. Ouais. Dans mon manège intérieur, je peux dire que j'ai 99 % de sécurité. Le seul hic que je peux avoir, c'est au printemps, avec la glace qui tombe de la toiture, ça fait un bruit. Le premier bruit, le cheval va faire un petit sursaut. Il ne part pas à courir, là. Il fait un petit sursaut. Bon, on tient la ceinture, puis ça s'arrête là. OK. Puis dehors, mais l'été, c'est 97 % de sécurité, mais encore là, c'est bien encadré. Est-ce que vos services pour les jeunes sont gratuits? Non. Non? Non, malheureusement, c'est très coûteux, l'équitation thérapeutique. J'imagine, hein? Déjà, juste faire de l'équitation, ça coûte très cher. Les infrastructures, ça nous prend un manège intérieur qui est chauffé. On ne peut pas travailler avec des enfants en paralysie cérébrale spastique quand il fait moins 20, là. Ça fait que je suis obligée d'avoir mon installation chauffée. Il fait environ 15 degrés l'hiver, puis on peut ôter les manteaux d'hiver, tout ça. Ça coûte des sous. Et les chevaux, il faut les nourrir, il faut la litière, le forgeron, le vétérinaire. C'est très dispendieux. Ce que nous, on fait, chez nous, c'est 120 $ de l'heure, une thérapie. Okay. Puis ma deuxième mission, si vous voulez, c'est que les parents paient 50 %. Okay. On est un OSBL. Les parents vont payer 60 $ pour 1 heure de thérapie, puis moi, je dois aller chercher l'autre 60 $. Wow! Donc, à tous les années, je dois aller récolter autour de 80 000 $
par année en levée de fonds. OK. Et avec des fondations qui nous aident. Club Lion de Sainte-Thérèse nous appuie depuis des années. Madame Lynne Francaire nous aide beaucoup, la Fondation Jacques Francaire, la Fondation Martin et Matt. On a plusieurs fondations qui nous suivent depuis les années, puis qui nous donnent un coup de main aussi, qui nous envoient une donation annuellement, ce qui fait qu'on arrive à boucler notre budget et on recommence l'année suivante. C'est quand même difficile. J'avoue que c'est toute une organisation. Ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Puis, j'ai des bénévoles. Oui. On n'a pratiquement pas de salaire à dépenser. Il y a les thérapeutes qui ont vraiment un petit salaire quasi de bénévole. Là. Oui. Puis, on a une bonne équipe. Il y a des gens qui se pointent le samedi, le dimanche, le matin ou l'après-midi. Alors, la façon que ça fonctionne, si on a quelqu'un dans notre entourage qui pourrait utiliser de vos services, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à vous, puis on essaie de se prendre un rendez-vous. Il faut prendre un rendez-vous une fois par semaine ou comme on veut. Durant les week-ends, les enfants sont à l'école, donc on les voit plus durant les week-ends. Puis j'ai tellement de demandes qu'on fait un week-end sur 2. OK. Si vous voulez venir à toutes les semaines, mais il faudrait venir un week-end puis une semaine. OK. On alterne. Une journée dans la semaine, C'est une ça, journée on week-end. alterne. OK. Parce que c'est tellement important de faire ça. Je trouve ça tellement intéressant. Moi, j'ai fait du cheval, mais je l'ai fait juste une fois, puis ça a un petit peu mal viré pour moi. J'ai tombé dans du caca de cheval. Fait que... J'imagine que vous êtes un petit peu mieux installé que je l'étais. Là. Moi, c'était un petit peu à ma guise, là, comme ça. Là. Mais j'aimerais ça venir vous visiter. Mais ça me ferait plaisir de Ça vous. serait bien, j'aimerais bien voir ça. Merci à la Sélection Laval d'encourager ça. Peut-être ajouter que nous, la campagne de levée de fonds va se terminer le 16 septembre par une journée western où il y aura un dîner, un souper, beaucoup d'activités. Alors, il en coûte 100 $ pour un billet pour avoir droit à ces repas-là et ces activités-là. Alors, pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause, oui. Super. Vraiment. Et merci beaucoup à vous deux. Merci. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. Et c'est ainsi que se termine cette émission de Laval en bref. Merci à tous nos invités. Merci à nos collaborateurs, la Ville de Laval. Si vous désirez soumettre vos commentaires, tout est possible par téléphone au 450-973-8005 ou bien par courriel à info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite de passer une excellente semaine. À la semaine prochaine.